La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Mon pays signera à Marrakech ce pacte global pour la migration parce que ce texte est une avancée dans la bonne direction. Je ne peux pas le nier qu'on est contre, on trouve que c'est dangereux. Ils ont quitté le Conseil des ministres pour réfléchir. C'est un des arts délicats dont la Belgique a le secret. La négociation très longue, le compromis et puis la formation de gouvernement. Un sport national que chaque Belge suit avec une ardeur variable, mais qui a la grande vertu de faire apparaître les divergences avant la conclusion d'accords politiques. Ce qui doit garantir une certaine stabilité dans les gouvernements qui rassemblent souvent des partis aux intérêts divergents. Mais il arrive qu'en cours de route, la situation se complique. Les uns réclament, les autres s'énervent, et puis arrive la rupture. C'est une de ces crises de gouvernement que nous vous racontons aujourd'hui, celle autour du pacte de Marrakech, qui a vu tomber la coalition suédoise. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Ce 3 février 2025, Bart De Wever devenait Premier ministre de la Belgique au bout de 7 longs mois de négociations. Après avoir prêté serment, il prononçait ces mots. Ce gouvernement prendra des décisions difficiles, mais toujours en mettant l'humain en avant. Nous mènerons une politique de grandes réformes et de fortes relances, mais nous ne laisserons personne de côté. Nous travaillerons de manière évolutive et non révolutionnaire. Le gouvernement Arizona a donc de grandes ambitions de réforme du pays. Il rassemble l'ANVA, le CDNV et Vooruit côté flamand et le MR et les engagés côté francophone. Et c'est en réalité la deuxième fois de l'histoire que la NVA intègre un gouvernement fédéral. La première fois, c'était en coalition avec le mouvement réformateur et le CDNV en 2014. Ce gouvernement était tombé, et le VLD également, ce gouvernement était tombé en 2018 autour de la question du soutien au pacte de Marrakech, sur la migration de l'ONU. Nous vous racontons cette histoire aujourd'hui parce qu'elle est sans doute un bon baromètre pour observer d'abord comment les partis en présence ont évolué, et puis comment les discours politiques, eux, ont évolué, notamment sur la migration, qui était l'enjeu de ce pacte de Marrakech. Alors pour en parler avec nous, Marc Sirlereau, journaliste politique à la rédaction. Bonjour Marc. Bonjour. Et avec nous également Dave Sinardet, professeur de sciences politiques à la VUB et à l'UC Louvain, chroniqueur également au Morgan. Bonjour Dave Sinardet. Bonjour. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux. Marc, peut-être d'abord, cette coalition suédoise, on l'appelait au moment où elle s'est mise en œuvre la coalition kamikaze. Est-ce que c'est un gouvernement qui, d'une certaine manière, partait sur de bonnes bases? Il y avait un seul parti francophone. Est-ce que, finalement, politiquement, on y croyait ? Du côté francophone, on n'y croyait pas vraiment parce qu'on se disait que le MR tout seul, avec 3 partis flamands, ça n'irait pas pour former un gouvernement fédéral. Donc les critiques venaient surtout du côté francophone puisque tous les autres partis étaient dans l'opposition. Ou sinon, d'un point de vue politique, idéologique, on dit souvent que les gouvernements en Belgique, on met des partis de gauche, de droite, du centre, on essaye de tout mélanger et on essaye de faire fonctionner tout ça et ça ne marche pas toujours très bien. Qu'ici, c'était un gouvernement très marqué à droite, avec 3 partis de droite, le VLD, le MR et l'NVA, et un parti de centre-droit avec le CDNV. Donc, a priori, on se disait, ça pourrait bien fonctionner. Dave Sinardet, vous êtes d'accord avec ça? C'est un gouvernement, effectivement, qui était un peu déséquilibré, asymétrique. Est-ce que, pour autant, ça partait bien? C'était la première fois qu'il y avait un gouvernement qui comptait dans un des 2 groupes linguistiques clairement une minorité très claire. Donc le MR était le seul parti, il avait 20 sièges sur 63, il représentait un quart des électeurs francophones à ce moment-là. Donc ça ne s'était jamais vu. En même temps, donc logiquement, comme Marc vient de le dire, c'était surtout du côté francophone qu'on se disait ça va être un gouvernement kamikaze, notamment pour le MR, c'est ce déséquilibre communautaire qui va miner ce gouvernement, tandis qu'en Flandre, initialement, on était assez content vu qu'il y avait cette idée que, puisque la Flandre est surtout de centre droit, là, on aurait un gouvernement assez homogène qui représenterait finalement le courant dominant en Flandre. Et ce qui est ironique, c'est que finalement, ce gouvernement a été miné pas autant à cause de clivages communautaires, mais plutôt à cause de conflits constants entre ces 3 partis flamands qui, soi-disant,
soi-disant, étaient tous sur la même ligne, sur base du discours aussi de la NVA. Il y a deux démocraties, la droite en Flandre, la gauche en Belgique francophone. Et donc là, c'était la démocratie de droite flamande, soi-disant, qui dominait. Mais en fait, le gouvernement, et on va y revenir plus tard, a surtout été miné par les conflits constants entre surtout la NVA et le CDNV. Comme Marc le disait, le CDNV était le parti le plus à gauche. Et il a aussi voulu se profiler pour cette raison plus à gauche. Chris Peters, qui était jusque-là une figure plutôt proche du VOCA, s'était réinventé en délégué syndical et ça a vraiment miné ce gouvernement. Allez, on vous raconte tout ça, mais d'abord, on se replonge dans les archives. « 8 décembre 2018. Sur les pavés du trottoir de la rue de la Loi, la pluie tape en gouttes serrées. Ce dimanche de décembre a été tendu. Une manifestation des Gilets jaunes a agité Bruxelles cet après-midi. La police a encerclé, 1500 personnes qui étaient manifestées pacifiquement. Ils ont chargé. Donc évidemment, ça fait monter la tension. Là, ils refusent de laisser sortir les gens qui sont là pacifiquement. Mais maintenant, la nuit est tombée. Et c'est à l'intérieur du 16 rue de la Loi que la tension est en train de grimper. Le Premier ministre, Charles Michel, et ses vice-premiers sont réunis en Conseil des ministres restreint. Ils sont entrés à 20h. Oui, tout à fait. Le seul point à l'ordre du jour, c'est le pacte migratoire. La Belgique doit-elle approuver, oui ou non, le pacte migratoire de l'ONU ? Une demi-heure plus tard, les deux ministres NVA, Jan Jambon et Theo Franken, sortent, furieux. Ils annoncent une conférence de presse au siège de la NVA. Peu après, les autres ministres sortent et arrivent près des journalistes. Alexander De Croo, le vice-premier ministre Open VLD, et Chris Peters, le vice-premier CDNV, ne savent pas très bien comment commenter la situation. Ils ont parlé de démission, claquer la porte, ça veut dire démissionner ? Je ne sais pas, ils ont quitté la salle. C'est pas la même chose que quitter le gouvernement, mais on verra bien ce qui se passe. Ils ont quitté le Conseil des ministres pour réfléchir. Une vingtaine de minutes plus tard, à 500 mètres de là, au 47 rue Royale, le siège de la NVA s'apprête à recevoir les journalistes. Les cadres du parti sont là. Bart De Wever, le président, s'installe au centre de la table. Fond jaune aux couleurs du parti, micro jaune floqué du logo NVA. Les journalistes peuvent commencer à poser leurs questions. Est-ce que ce gouvernement existe encore ou pas ? Ce gouvernement existe encore, mais dès le moment que le Premier ministre va partir à Marrakech, il va partir comme Premier ministre de la coalition suédoise, mais il va atterrir comme Premier ministre d'une coalition Marrakech. Si Charles Michel se rend à Marrakech, le vol est prévu le lendemain, la NVA quittera le gouvernement. Dit comme ça, c'est à peu près impossible à comprendre. Pour y voir plus clair, il faut remonter 6 semaines en arrière. Nous sommes le 27 septembre 2018. Charles Michel est Premier ministre d'un gouvernement qu'on appelle la suédoise. À l'image du drapeau suédois, le gouvernement rassemble le bleu des libéraux francophones du MR et des flamands de l'Open VLD, la croix des démocrates chrétiens flamands du CDNV et le jaune des nationalistes flamands de la NVA qui, pour la première fois de leur histoire, sont entrés dans un gouvernement fédéral. Un gouvernement qui a souvent tangué, mais ce jour-là, Charles Michel est loin des préoccupations de la Belgique. Il est à New York, aux Nations Unies, appuyé au marbre vert de la tribune, il prend la parole. Mon pays signera à Marrakech, en décembre, ce pacte global pour la migration parce que ce texte est une avancée dans la bonne direction. Considéré comme non contraignant, le pacte pour la migration de l'ONU est une sorte de code de conduite pour appréhender le phénomène migratoire au niveau international. Charles Michel n'a, à ce moment précis, aucun doute sur le fait qu'il ira 6 semaines plus tard annoncer l'engagement de la Belgique à Marrakech. Le processus interne a été suivi, aucun parti n'a exprimé d'opposition sur le sujet. Mais voilà. 2 semaines après ce discours, il s'est passé quelque chose en Belgique. Quelque chose qui a secoué la NVA et que le politologue Dave Sinardet explique bien.
La NVA est un peu dans une crise existentielle depuis les élections du 14 octobre notamment, où pour les élections provinciales, quand on fait une extrapolation et qu'on compare avec les élections de 2014, la NVA a quand même perdu 7%, le Vlaams-Belang a gagné 7%. Apparemment, la NVA a tiré la conclusion qu'il fallait encore plus focaliser sur le dossier de la migration, encore plus faire concurrence au Vlaams-Belang. Les nationalistes flamands sont déstabilisés par ce résultat. Et l'enjeu est de taille, puisque dans 6 mois, on vote à nouveau en Belgique, cette fois pour les élections fédérales et régionales. Alors, à partir du mois de novembre, une petite musique monte au sein du gouvernement, issue des rangs de la NVA. Jusqu'au 14 novembre, où les choses éclatent. Bonsoir. À 6 mois des élections, un sérieux différend au sein du gouvernement. La NVA s'oppose à ce que le gouvernement signe en décembre le pacte de l'ONU sur les migrations. Un pacte non contraignant dont l'objectif est de mieux organiser les migrations vers l'Europe. La NVA n'en veut pas donc, mais le Premier ministre Charles Michel a déjà engagé la Belgique. Bart De Wever, le président de la NVA, confirme. Je ne peux pas le nier qu'on est contre, on trouve que c'est dangereux, que les conséquences peuvent être dangereuses pour les pays de l'Europe et donc on doit en discuter au sein du gouvernement pour trouver une solution. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je ne veux rien dire pour augmenter les problèmes et n'importe quoi que je dis, certainement dans la presse francophone, a tendance à augmenter les problèmes, donc je ne vais rien y ajouter. Les raisons du danger que pressent la NVA ne sont pas très claires. Mais la NVA n'est pas la seule. Partout en Europe, poussée par les partis d'extrême droite, la pression sur le pacte de Marrakech, ce pacte sur la migration, s'intensifie. Mais devant la Chambre des représentants, Charles Michel, le Premier ministre, ne plie pas. Je mesure bien aussi le sens du message que j'ai adressé en septembre aux Nations Unies. Je suis déterminé et volontaire à faire en sorte que l'image et la crédibilité de la Belgique, mais aussi l'efficacité de notre politique de migration, soit une réalité et je m'y engage. Il y a depuis lors, c'est vrai, pas seulement en Belgique, pas seulement, comme vous l'avez constaté, au sein du gouvernement fédéral et du Parlement fédéral, mais dans la plupart des autres pays européens, cela a été dit et c'est juste, des questions. Il y a des questions, certes, mais Charles Michel confirme. Il ne reniera pas les engagements internationaux de la Belgique et soutiendra le pacte de Marrakech. Devant le Parlement, l'argument de la NVA et de Peter de Rover, son chef de groupe, c'est qu'en adhérant au pacte sur la migration de l'ONU, la Belgique perd sa souveraineté. C'est la maison de la démocratie. C'est dans cette maison que l'on décide de la politique migratoire. C'est la maison de la souveraineté. Et pour nous, notre maison de la démocratie se trouve à Bruxelles et pas à Marrakech. On en est là, en cette fin de mois de novembre. Au sein de la Suédoise, il y a une fracture. La NVA d'un côté, le reste de la coalition de l'autre. Au-delà du pacte de Marrakech, la question migratoire cristallise les colères. Theo Franken, secrétaire d'État à la migration, admet qu'il s'inspire des idées du Vlaams-Belang, donc de l'extrême droite, pour mener sa politique. L'opposition est outrée, à l'image de Benoît Ludgen du CDH. M. Franken ne m'inspire rien de bon, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Il ne m'inspire rien de bon parce qu'il est dans le conflit, parce qu'il joue sur les peurs et parce qu'il n'agit pas lorsqu'il devrait agir. Donc il ferait beaucoup mieux, au lieu de s'inspirer de l'extrême droite, d'agir très concrètement, c'est ce que nous demandons. Et ces inspirations, comme je vous l'ai déjà dit, elles sont puantes. La socialiste, Julie Fernandez, demande au gouvernement de lâcher la NVA. Mesdames et messieurs Diomaire, de l'OpenVLD et du CNV, une large majorité de ce Parlement soutient votre Premier ministre. Et malgré cela, vous continuez à courir derrière la NVA qui elle-même court derrière les idées puantes du Belang. Devant le blocage, nous sommes le 4 décembre, Charles Michel, le Premier ministre, entrevoit une porte de sortie. À ce moment,
il y a un blocage au gouvernement sur cette proposition, puisqu'il y a un parti sur les 4 qui composent la majorité qui s'est opposé. Cela m'a été confirmé encore cet après-midi dans les réunions bilatérales face à cette proposition qui est pourtant approuvée dans la plupart des pays autour de nous qui nous entourent. J'ai donc pris acte de cette position. J'ai donc pris la décision que j'ai communiquée à l'ensemble des vice-premiers de demander au Parlement de s'exprimer sur ce sujet. Je souhaite effectivement que le Parlement puisse donner son point de vue sur ce sujet. J'ai donc l'intention d'aller à Marrakech pour communiquer à Marrakech la position qui sera approuvée par le Parlement belge. La parole de la Belgique a de la valeur, la crédibilité internationale a de la valeur. J'ai toujours considéré, tout au long des 4 dernières années, dans ma fonction de Premier ministre, qu'il était de ma responsabilité de veiller à notre crédibilité sur le plan international. Le Premier ministre veut donc aller chercher une majorité alternative au Parlement pour montrer le soutien de la Belgique à ce pacte sur la migration. L'équilibre politique belge est précaire. C'est ce moment-là que choisit la NVA pour lancer une campagne en ligne. Une campagne contre le pacte de Marrakech qui reprend les messages comme les codes graphiques des campagnes menées en ligne par l'extrême droite. Notamment la photo de migrants dans un canot de sauvetage déjà utilisé par l'AFD en Allemagne. Pierre Vercouteren, politologue, analyse les choses comme ceci. En utilisant une photo comme celle-là, elle donne davantage l'impression d'ouvrir la porte à l'extrême droite plutôt que de se distancer en tant que parti démocratique. Au sein du gouvernement, les partenaires sont outrés, à l'image du CDNV Chris Peters. On doit rester calme et trouver des solutions, mais c'est pas facile du tout. La NVA franchit la ligne rouge tout à l'heure avec cette campagne, ça va trop loin. Pour moi, c'est une campagne scandaleuse. Point. Visiblement, au sein de la NVA, la campagne ne plaît pas non plus à tout le monde. Elle montre aussi la nervosité au sein du parti. Quelques heures plus tard, le ministre NVA de l'Intérieur, Jan Jambon, plaide l'erreur de communication. Die campagne was zeker wat de keuze betreft van de beelden een fout die het communicatieteam bij ons heeft gemaakt. Le choix des images est mauvais, une faute de communication. Les posts sont rapidement retirés. 2 jours plus tard, le vendredi 6 décembre, le Parlement est rassemblé en séance plénière pour voter sur ce fameux pacte sur la migration de l'ONU. Le Premier ministre Charles Michel prend la parole. Je considère, si ce vote intervient, que ce vote est un signal très fort qui est adressé par le Parlement qui représente les citoyens de ce pays. Et je considérerai que cette résolution m'oblige à titre personnel dans le respect de nos institutions et de la Constitution. Je vous remercie. Il faut attendre la fin d'une soirée mouvementée pour voir le vote. Begin van de stemming, début du vote. Mené par le président de la Chambre, le NVA Siegfried Braak. Heeft iedereen gestemd en is de stemming nagekeken? Tout le monde a voté et vérifié son vote. Fin du vote, 143 votants, 104 voix pour, 37 contre, pas d'abstention. En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution et le gouvernement sera informé. Deux jours plus tard, la pluie claque sur le trottoir de la rue de la Loi. Les ministres NVA quittent précipitamment le Conseil des ministres, lancent une conférence de presse. Il va partir comme Premier ministre de la coalition suédoise, mais il va atterrir comme Premier ministre d'une coalition Marrakech. Le lendemain, le Premier ministre Charles Michel prend l'avion vers Marrakech. À son retour, la NVA n'est plus à bord du gouvernement. Charles Michel tentera de le maintenir à flot, mais le 21 décembre, le roi finira par accepter la démission du gouvernement, qui restera en affaires courantes jusqu'aux élections. La première, l'histoire continue. Nous revenons aujourd'hui sur cet épisode du pacte de Marrakech, pacte sur la migration de l'ONU, qui a donc fait tomber le gouvernement Michel fin de l'année 2018. Événement qui résonne
avec aujourd'hui, puisque c'est la fin d'un gouvernement fédéral qui embarquait pour la première fois les nationalistes flamands de l'ANVA et que, bien sûr, Bart De Wever est devenu Premier ministre depuis. Quand vous réentendez cette histoire, on va peut-être commencer par vous, Marc Serlero, qu'est-ce qui vous marque le plus en réentendant ça ? On se rend compte de la nervosité de l'ANVA sur un texte qui, au départ, ils avaient accepté. Et c'est là l'étonnement des autres partis, puisqu'ils disent toujours qu'en été, quand on a discuté du pacte de Marrakech au sein du gouvernement, l'ANVA était d'accord. Et puis il y a eu, ça a aussi été dit dans le reportage, il y a eu les élections communales et la baisse de l'ANVA et la montée du Belang. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, l'ANVA s'inquiète, est très nerveuse et se dit on ne sait pas ce qui va nous arriver aux prochaines élections législatives. Ils ont peur, quoi. Il faut marquer le coup. Simplement. Ouais. Et c'est rare parce qu'on a rarement vu l'ANVA avoir peur. C'est la première fois qu'on voit l'ANVA avoir peur. Jusque-là, sa gradation avait été toujours exponentielle, très clairement. Et puis là, Bart De Wever avait peur, faisait monter la pression, mais c'était la première fois qu'on voyait ça. Et c'est pouvait apparaître assez paradoxal, parce que jusque-là, le gouvernement avait résisté à tout, notamment sur le plan socio-économique. Il y avait eu des manifestations nombreuses sur la réforme des pensions, il y avait eu des attentats, il y a eu un tas de problèmes. Et là, l'ANVA, le gouvernement avait résisté, et là, l'ANVA était un peu en panique. Et ça a déjà été évoqué au début de l'émission par Dave Sinardet, très clairement, le résultat des élections communales leur a fait peur. Ils étaient à 6 mois des élections régionales, européennes et législatives. Et la NVA dit il faut marquer un grand coup. Ouais. Mais c'est vraiment la chose que je retiendrai, la peur pour la première fois, l'anxiété, l'inquiétude du côté de l'NVA. Alors, est-ce que ça a fonctionné finalement, cette stratégie Dave Sinardet, je rappelle, donc vous êtes professeur à la VUB, politologue. Est-ce que, quelque part, je sais que la question est toujours débattue, ils ont perdu un petit peu aux élections, mais est-ce que sans faire ça, ils auraient encore plus perdu ? Ou est-ce qu'en faisant ça, ils les ont perdus ? Ça, c'est un peu counterfactual history, comme on dit. Je ne sais pas quel est le terme français exactement. On refait l'histoire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, l'ANVA aux élections de 2019, après donc avoir quitté le gouvernement sur ce fameux pacte des migrations, a quand même eu la plus grande défaite pour un parti de gouvernance flamand depuis un demi-siècle. Donc, ils ont quand même perdu, je crois que c'est un quart de leurs électeurs. Donc on peut pas vraiment dire que ça a très bien marché. Et d'ailleurs, en sciences politiques, on a cette théorie du issue ownership. Désolé de recommencer en anglais. Mais donc c'est l'idée que chaque parti est propriétaire de certains thèmes. Donc, par exemple, la sécurité sociale, c'est le Parti socialiste auquel on pense directement. L'écologie, le climat, on pense directement au vert. L'économie, les impôts, les libéraux. Et l'erreur qu'a faite l'ANVA, c'est qu'elle s'est profilée sur un thème dont un autre parti, un concurrent, était le propriétaire, c'est-à-dire le Vlaams Belang. Elle a commencé à se profiler sur l'immigration en pensant qu'entre-temps, c'était elle qui était devenue propriétaire, parce que pendant le gouvernement Michel, avec Theo Franken comme secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, la NVA s'est un peu approprié ce thème-là. Le Vlaams Belang était dans les cordes, et donc je crois qu'ils ont pensé, pour concurrencer ce Vlaams Belang qui est en train de remonter, il faut qu'on tire ce thème vers nous. Mais en fait, ils ont fait campagne sur le thème de leur plus grand concurrent qu'ils ont de cette façon-là réanimé encore plus. Et je crois que si l'on regarde la campagne électorale de 2024, de l'année dernière, on voit que Bart De Wever a tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2019, parce que là, ils ont décidé de surtout pas se profiler sur l'immigration, de mener une campagne beaucoup plus focalisée sur le socio-économique et une campagne beaucoup plus au centre droit, et aussi de se distancier clairement du Vlaams Belang en disant qu'il ne formerait jamais de coalition avec lui. C'est intéressant de se pencher un peu sur cette manière qu'ont de raisonner les discours de la NVA et du Vlaams Belang à l'époque. Le week-end lors duquel le gouvernement Michel est tombé, le Vlaams Belang organisait un grand meeting lors duquel il avait invité Steve Bannon, qui était l'Américain artisan du succès de Donald Trump, qui n'avait jamais été élu que 2 ans plus tôt, et Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui, vous allez l'entendre, charge la NVA sur le pacte de Marrakech de manière très directe.
Je suis bien obligé d'admettre que les actes que je vois de la NVA sont très différents des paroles qu'ils tiennent. Et qu'en tout cas, leurs résultats sont, on peut le dire, assez pitoyables en matière de rétablissement de la sécurité et de lutte contre l'immigration. Et derrière, Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, dit exactement la même chose. On sent donc, Marc, qu'il n'y a pas simplement l'ANVA qui va chasser sur les terres du Belang, il y a aussi l'extrême droite qui pousse l'ANVA quelque part hors de ces terres. Oui. Il faut bien dire qui avait à l'époque le portefeuille de la sécurité. Jan Bon, il est ministre de l'Intérieur. Et qui avait l'asile et l'immigration, c'était Theo Franken. Donc d'une certaine manière, le Vlaams Belang avait bien compris aussi où était le problème. Le maillon faible du côté de la NVA, d'abord il n'y avait pas eu d'avancée communautaire, puisque dès le départ, le gouvernement de Charles Michel, ils avaient dit le communautaire ou le mot frigo pour faire surtout du socio-économique, de un. Et de deux, ils se disent, regardez, sur l'immigration, rien n'a marché non plus. Et pourtant, ils avaient Theo Franken, qui était secrétaire d'État en charge du dossier. Et donc, ils avaient bien compris que là, il y avait, pour le Vlaams Belang, le bon moyen d'attaquer la NVA. Et je vais citer des chiffres pour corroborer un peu ce que vient de dire Dave Finardet. En 2014, la NVA a 33 sièges à la Chambre. Le Vlaams Belang n'en a plus que 3. Nous sommes en 2019. Donc, après ce qui vient d'arriver ici, la NVA en perd 8. Le Vlaams Belang en gagne 15. Et en termes de voix perdues, l'ANVA perd 300 000 voix entre 2014 et 2019. Le Vlaams Belang, donc ça veut dire qu'il a été chercher des voix aussi ailleurs, en a gagné plus de 500 000. Ça veut dire que la thèse selon laquelle, à partir du moment où on se focalise sur les thèmes de l'extrême droite de la part des partis démocratiques traditionnels, il y a ce risque de finalement aller donner des voix à l'extrême droite en chassant, effectivement, en évoquant ces thèmes de l'extrême droite. Comme s'ils avaient mis le socio-économique de côté. Comme si toutes les mesures qui avaient été décidées par le gouvernement Michel, des mesures qui avaient été difficiles sur le plan socio-économique, on peut parler des pensions et plein d'autres choses, avaient été oubliées par les NVA qui insistaient sur une chose simplement en parlant d'asile et d'immigration alors qu'il avait le portefeuille. Là, allez, je vais me permettre l'expression, la NVA s'est clairement plantée à ce niveau-là en termes de marketing politique. Je vais réagir à ce que disait Marc, parce que sur le socio-économique, le problème, et je reviens à ce que je disais tout au début de l'émission, le problème était aussi que la NVA avait la perception que sur ce plan-là, ça n'allait pas très bien non plus, parce qu'il y avait tout le temps le CDNV qui freinait. Et déjà, je crois que c'était juste avant l'été 2018, Bart de Wever avait déjà déclaré qu'il trouvait que le Dash était sorti du gouvernement, donc qu'il n'y avait plus vraiment de dynamique, que en fait, ce gouvernement n'allait probablement plus rien pouvoir faire, parce qu'il n'y avait plus vraiment de volonté d'avancer, pas sur le socio-économique non plus. Il y avait de plus en plus de critiques aussi venant quand même de la droite flamande, que finalement ce gouvernement ne faisait pas vraiment ce qu'il avait promis. Tous les conflits, notamment entre NVA et CDNV, ça lui donnait quand même du plomb dans l'aile. Donc il y avait déjà ce sentiment, bon, on va quand même avoir des difficultés à aller devant les électeurs pour dire, voilà, finalement on a remis de l'ordre. Rien obtenu sur le communautaire. Non, ça non plus déjà, mais bon, ça c'était un choix délibéré et c'est pas non plus ce qui allait nécessairement faire partir beaucoup d'électeurs, parce qu'on voit que le communautaire en tant que tel n'est pas vraiment ce qui motive le plus la majorité des électeurs de la NVA. Mais sur le socio-économique, là, ils étaient quand même aussi déjà en difficulté. Et bon, alors le Vlaams Belang remonte et là ils se sont dit, bon, puisque le palmarès n'est déjà pas top, mieux vaut directement se profiler sur l'immigration. La première, l'histoire continue. Comment la situation politique, les partis ont-ils évolué en 6 ans après la chute du gouvernement Michel sur cet enjeu donc du pacte des migrations de Marrakech? C'est ce que nous essayons de déterminer aujourd'hui. Alors comment ils ont évolué? Ça c'est intéressant. Peut-être Marc Sillerot, tiens, notamment les partis francophones. On entend Benoît Ludgen particulièrement rude à propos de la NVA, discours puant, et bon, il en avait d'autres, des expressions comme ça sur la NVA à l'époque. Bon, ça, c'est quand même un des éléments qui a évolué, et fortement depuis lors. Oui, en ayant suivi l'investiture, le discours de politique générale de Bart de Wever il y a 2 jours,
il n'y avait plus de critiques à l'égard qui venait des députés, à l'égard de la NVA. Et Benoît Lutgen est toujours député. Voilà, il est toujours et député. on sent l'opposition ultra rude à ce moment-là par rapport à la NVA. À l'époque, on se souvient des sorties de Loreton Koenigs, mais aussi de Benoît Lutgen. C'était très dur, franchement, en disant qu'on ne pouvait pas accepter qu'un parti francophone puisse travailler avec la NVA. Je vais même aller plus loin en me souvenant de débats qu'on a organisés avant les élections, avec Bertrand notamment, où on avait demandé à Charles Michel si il était imaginable pour lui d'aller avec la NVA au pouvoir, et si la NVA, entre guillemets, n'avait pas des relents racistes. Parce que la question avait été évoquée. Oui, c'est lui qui avait eu cette expression, relents racistes. Relents racistes. Et là, il faisait semblant de rien, il dit non, a priori non, on n'ira pas avec eux. Et puis bon, les circonstances ont fait que, voilà. Donc vous voyez, à ce moment-là, il y avait ça comme climat. Ici, plus du tout du côté francophone, et d'une certaine manière, parce que celui qui sans doute incarne pour bon nombre de francophones quelque chose qui les gêne dans ses propositions, dans son discours, c'est Georges-Louis Boucher. Donc ça veut dire que celui qui est le plus clivant aujourd'hui, c'est plus Georges-Louis Boucher, plutôt que la NVA ou Bart de Wever. Bart de Wever, comme s'il avait changé d'image, était un bon père de famille, devenu bourgmestre d'Anvers, qui fait de temps en temps une tirade, mais qui n'apparaît plus comme méchant ou dangereux pour les francophones. C'est intéressant ce que dit Marc Chirleroux d'Efsinardé. Quand on regarde la situation à l'époque, on a ce gouvernement avec la NVA et on a le sentiment d'avoir Bart de Wever qui est à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement, qui est le sniper. Et maintenant, on a un gouvernement où le MR est à l'intérieur, le président du MR est à l'extérieur, et on a l'impression que c'est lui, et c'est la question qui s'est posée ces dernières semaines régulièrement. Est-ce que c'est pas lui le sniper? Et là, est-ce qu'on n'est pas dans un espèce d'effet miroir, comme ça, entre ces deux coalitions? Oui, je crois bien. Je crois que Bart de Wever a quand même un tout petit peu peur de Georges-Louis Boucher. Hein. Il veut surtout pas devenir le nouvel Alexandre De Croo, hein, parce que c'est ça qui s'est passé la législature précédente. Hein. Il y avait un Premier ministre libéral flamand, mais en même temps, il y avait Georges-Louis Boucher qui, tout le temps, critiquait ce gouvernement, qui trouvait qu'il était justement pas assez libéral. Et Georges-Louis Boucher a d'ailleurs aussi un peu rompu l'idée des deux démocraties, parce qu'il est constamment venu dans la démocratie flamande, dans les médias flamands, pour expliquer que ce gouvernement mené par un libéral flamand n'était pas assez libéral. Donc ça a vraiment quand même fait du tort. Et je crois que Bart de Wever veut absolument éviter cela. En même temps, sur l'évolution idéologique, c'est vrai que c'est quand même intéressant. En 2014, le CDH, à ce moment-là, de Benoît Lutgen, refuse d'entrer dans une coalition avec la NVA, parce que le but initial, c'était pas d'avoir ce gouvernement très déséquilibré avec que le MR du côté francophone. Non, le but, c'était d'avoir le CDH et le MR du côté francophone, et du côté flamand, de ne pas avoir le VLD, en fait, hein, d'avoir la NVA et le CDNV. Ça, c'était le but initial. Donc, le CDH refuse, tandis que, après les élections de 2024, je crois que Maxime Prévost a encore dit une fois, oui, il faut quand même voir avec Bart de Wever s'il est vraiment la personne idéale pour être Premier ministre. Mais ça, après quelques jours, tout le monde était d'accord que Bart de Wever devrait être leader du gouvernement et que clairement la NVA devait être dedans. Donc il y a une évolution énorme qui... Bon, je crois qu'il y a une certaine droitisation désengagée quand même aussi. Maxime Prévost est une figure un peu plus au centre droit que l'était Benoît Lutgen et que certainement l'était avant lui Joël Milquet. En même temps, il y a eu bien sûr aussi une droitisation très claire du MR, on en a déjà parlé, tant sur le plan socio-économique, mais certainement aussi sur le plan socio-culturel, sécurité, immigration, etc. En plus, ces deux partis ont clairement gagné les élections, donc il y a une donne totalement différente du côté francophone qui fait effectivement, ironiquement, qu'aujourd'hui, Bart de Wever et la NVA semblent plus modérés que le MR de Georges-Louis Boucher. Oui, donc cette situation un peu en négatif, avec des snipers dans des positions différentes, des modérations dans des positions différentes, il y a quand même un élément qu'il faut retenir. On a parlé de la défaite cuisante de la NVA, mais la défaite aussi du parti de Charles Michel, le MR, qui après cet épisode du parc de Marrakech, après, et on l'a entendu dans le récit, cette portée comme défenseur de la crédibilité de la Belgique. Charles Michel qui dit qu'il sera du bon côté de l'histoire. Qui sera du bon côté de l'histoire. Donc il fait aussi un peu sa campagne là-dessus, en essayant d'effacer peut-être aussi une image très dure, notamment de Théo Franken dans l'opinion publique francophone, les visites domiciliaires. Enfin, ça avait fait vivre un débat. Il perd quand même avec ce discours-là aussi. En fait, les deux ont perdu. Oui, mais il faut relativiser parce que la NVA a perdu, mais elle reste, et de loin, le premier parti flamand en 2019. Oui. Donc, alors que le MR perd, et le différentiel avec le PS est important, et le PS, est beaucoup plus fort qu'eux. C'est le MR qui fait vraiment la plus mauvaise opération. La plus mauvaise opération. Est-ce que c'est pas le MR qui a le plus changé, finalement, dans tous ces partis qui étaient partie prenante à la suédoise? Je ne sais pas si c'est le MR qui a le plus changé. En tout cas, à travers son président,
le ton, l'image, les priorités, les préoccupations ne sont plus les mêmes. Il y a des choses que Charles Michel n'aurait jamais dit, je dirais, 1/10 de ce qu'a pu dire Georges-Louis Boucher depuis qu'il est président. Alors, on recule toujours à Louis Michel, mais arrêtons-nous à Charles Michel. Et même Didier Reynders n'aurait jamais imaginé, sans doute, aller aussi loin que Georges-Louis Boucher. Donc, c'est lui qui a fait changer le parti. C'est vraiment Georges-Louis Boucher qui a fait changer le parti. Oui, donc il a beaucoup changé, et c'est vrai que les engagés aussi ont beaucoup changé. Dave Sinardé. Oui, le MR a clairement perdu ses élections en 2019. En même temps, le PS n'a pas pu en profiter à ce moment-là non plus. Non, le PS avait perdu presque autant que le MR, en fait. Il était devant le MR, il a pu continuer à être le premier. Oui, c'est pour ça que je disais que la NVA a perdu les élections, parce qu'elle avait perdu, elle était passée de 33 à 25 députés. Mais dans le même temps, elle était restée la première force politique en Flandre. D'ailleurs, la preuve qui a été ministre-président flamand, c'était Jan Jan Bon, et ils avaient encore les leviers en Flandre. Et ce que je voulais dire à travers cette question, Dave Sinardé, c'est est-ce que, au-delà du positionnement de fond, est-ce que oui ou non sur l'immigration, il faut être un pays plus accueillant ou pas? Est-ce qu'il faut des limites, respecter plus les droits humains? Au fond, ce qui a fait perdre ces deux partis, c'est pas d'abord la discorde. C'est-à-dire que personne n'a profité de cette chute du gouvernement, et que le bilan, ça compte, mais c'est peut-être aussi la manière de faire de la politique qui a peut-être plus compté dans cette élection, et que les électeurs ont sanctionné cette dispute permanente, cette impossibilité de... Et ça, c'est peut-être une leçon pour Bart De Wever et Georges-Louis Boucher dans leur futur différent qu'on attend déjà tous. Hein. Oui, je crois que si un gouvernement tombe et que voilà, il est pendant plus de 6 mois en affaires courantes avant les élections, ça donne pas nécessairement une bonne image des partis qui ont gouverné. Maintenant, quelque chose dans laquelle on se trompe un tout petit peu, je crois, c'est que, je disais tout à l'heure, Bart De Wever avait en 2024 compris qu'il fallait justement pas faire campagne sur le thème du Vlaams Belang, qu'il fallait se distancier de ce parti. En fait, il a déjà essayé de le faire les derniers mois avant l'élection de 2019. Déjà, à ce moment-là, il y avait ce raisonnement, et la campagne, en fait, de 2019 de la NVA était finalement assez modérée. Donc, ils ont d'abord laissé tomber le gouvernement sur le pacte de Marrakech. Ils ont, à ce moment-là, vraiment eu un discours très fort. Il y a eu cette campagne sur les médias sociaux, etc. Ça, c'est très clair. Mais déjà, je crois, disons, à partir de mars ou de Pâques, ils ont un peu changé de cap. Bart De Wever a, par exemple, à ce moment-là, publié un livre sur l'identité qui était finalement assez nuancé, où il se distanciait déjà à ce moment-là aussi du Vlaams Belang. C'est aussi de ce moment-là que date déjà sa déclaration qu'il y avait un mur chinois entre le Vlaams Belang et la NVA. Donc il a déjà essayé de rattraper le coup, mais bon, vu que tout le monde s'est bien sûr souvenu du pacte de Marrakech, du fait que la NVA a laissé tomber le gouvernement, donc le message était probablement brouillé, et je crois qu'il a réessayé en 2024, là avec beaucoup plus de succès, même si le score de la NVA en 2024 est resté assez similaire à celui de 2019. Plus responsable durant ici cette dernière campagne en disant, pour une fois, je suis prêt à devenir Premier ministre. Oui. Alors que jusqu'à présent, il faut quand même bien dire, il tournait un peu autour de l'obstacle, il dit on verra bien les résultats. En fait, ici, il a clairement joué là-dessus. Mais il y avait quand même aussi la menace du Vlaams Belang. Il faut quand même bien dire que cette campagne de 2024, dans tous les sondages, pendant des mois et des mois et des mois, le premier parti à chaque fois, dans les sondages, c'était le Vlaams Belang devant la NVA. Ce qui a aidé, bien sûr, parce que ça a créé une réalité virtuelle, une perception que le Vlaams Belang allait, par définition, être le premier parti, qu'il mènerait donc aussi les négociations pour le gouvernement flamand comme premier parti, etc. Et puisque finalement ça s'est pas passé, tout le monde a dit finalement c'est le Vlaams Belang qui a perdu et la NVA qui a gagné. Tandis que, moi, comme politologue, j'ai tendance à comparer des résultats électoraux, non avec des réalités virtuelles créées par des sondages, mais avec le résultat précédent. Et quand je compare le résultat du Vlaams Belang de 2019 et de 2024, je ne peux que dire que le Vlaams Belang a clairement gagné les élections de 2024. C'est le parti flamand qui a le plus avancé. C'est le deuxième meilleur score de toute l'histoire du Vlaams Belang. C'est plus ou moins le même score qu'avait Geert Wilders aux élections aux Pays-Bas quelques mois avant, sur base duquel tout le monde a dit Geert Wilders c'est le grand gagnant et il doit absolument aller dans le gouvernement. Donc voilà, donc en fait le Vlaams Belang est le gagnant électoral de 2024. Mais dans la perception, à cause de la réalité virtuelle créée, c'est la NVA qui en est sortie
comme grand gagnant. Et la question des résultats de l'extrême droite, évidemment, dans les années qui viennent, ça va être un point crucial dans les débats et dans l'évolution politique. On note aussi à travers ce que vous dites à quel point la NVA, qu'elle s'en distancie ou qu'elle s'en rapproche, elle est quand même dans ses résultats liée à ce que fait le Vlaams Belang, probablement parce qu'elle est le parti qui gravite idéologiquement le plus proche du Vlaams Belang. Merci beaucoup Marc Charleroi d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous, Dave Sinardé. Merci à vous. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.